Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission en public depuis l'école alsacienne, que je remercie une nouvelle fois de son hospitalité et de nous donner la possibilité d'accueillir jusqu'à 300 personnes, et nous n'en sommes pas loin, dans ce théâtre de l'école alsacienne. Quelques nouvelles au début de notre émission, comme toujours depuis le début septembre. D'abord, bien entendu, la campagne de financement participatif continue. Il suffit d'aller sur le site ulule.com, Nouvel Esprit Public. Ensuite, nous avons des nouvelles. Alors, je ne vais pas tomber, je me suis suffisamment moqué des responsables de chaînes ou de radio qui entonnaient des cocoricots et des communiqués dignes d'un maréchal de Napoléon quand ils avaient gagné 0,2% de points d'audience, c'est-à-dire en dessous de la marge d'erreur qui est un 0,5, pour ne pas me lancer moi-même dans une espèce d'apologie de l'audience. Je veux simplement vous dire que vous êtes nombreux à vous être branchés sur les différents liens qui permettent de nous écouter, et surtout ce qui compte, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux de semaine en semaine. Je donnerai des nouvelles peut-être une fois par trimestre pour que vous sachiez à peu près quelle est la masse que vous représentez. Alors, ce qui est amusant, c'est que parmi ces auditeurs, on sait, grâce au site qui nous accueille, on sait d'où ils nous écoutent. Alors, bien entendu, ils nous écoutent de France, mais ils nous écoutent en tête, viennent les États-Unis, puis la Belgique, et puis alors ensuite, il y a un très grand nombre de pays, à peu près une cinquantaine, dont Hong Kong, dont Singapour, dont le Maroc, dont les Émirats, dont la Corée du Sud, je pense, la Turquie, la Roumanie, la Finlande, et tout à fait en fin de peloton, Monaco. Alors là, je lance un appel aux riches. Premièrement, donnez sur Ulule, et éventuellement ensuite, écoutez. Je vous rappelle que nous sommes nous avons partenariat, nous avons le soutien de l'hebdomadaire Le 1 qui, cette semaine, consacre son numéro aux Français. Il s'appelle aux Français, à la langue française. Le numéro s'intitule La fabrique des mots. Il y a un petit agenda assez amusant qui permet de savoir quand les mots sont apparus dans les dictionnaires, entre 68 et 2017. Par exemple, transgenre est apparu en 1968. Et en 2017, c'est fake news qui est apparu. Bolos en 2003 et cougar en 2010. Je ne dis rien. Jean-Louis, personne ne parle de sa vie privée à l'antenne. Nous allons donc nous efforcer, après ces balivernes, nous allons nous efforcer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée, et nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste, avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, et avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser à la situation des collectivités locales. Les élections sénatoriales du 24 septembre ont été marquées par la victoire de la droite et la résilience des formations traditionnelles. Le Parti Les Républicains a conforté sa majorité relative avec 146 sièges sur les 348 que compte la Chambre haute. Gérard Larcher a été largement réélu pour un troisième mandat à la présidence du Sénat. Le groupe socialiste a mieux résisté que prévu au scrutin, conservant 78 sénateurs au terme de ce renouvellement partiel. À l'inverse, le parti La République En Marche n'a obtenu que 21 sièges, soit un résultat très loin des espoirs formulés avant l'été. Avec le soutien des centristes et des radicaux, l'exécutif peut toutefois compter sur une petite centaine de sénateurs. Les cadres de la majorité ont tenté de minimiser la portée de cette défaite, faisant valoir que ce résultat reflète la composition des assemblées locales où le parti n'est pas ou peu représenté. Mais ce scrutin n'en constitue pas moins un revers pour le gouvernement qui doit faire face à la fronde des représentants des territoires. L'ouverture le 17 juillet de la conférence des territoires devait pourtant marquer le début d'un dialogue fécond entre l'État et les élus locaux. Mais plusieurs annonces ont suscité la colère des collectivités. Celles-ci estiment trop important l'effort budgétaire qui leur est demandé, tandis que l'exécutif a porté de 10 à 13 milliards d'euros les économies qu'elles devront réaliser au cours du quinquennat. Chaque échelon fait également entendre des revendications spécifiques.
Les communes protestent contre les suppressions de la réserve parlementaire et des emplois aidés, deux dispositifs qui irriguent le tissu associatif et l'emploi local. Les maires continuent en outre de s'inquiéter de la quasi-suppression de la taxe d'habitation qui, bien qu'elle soit compensée par une hausse des dotations de l'État, met en cause le principe de libre administration des collectivités territoriales. De leur côté, les régions ont vivement réagi à la suppression du Fonds spécial pour le développement économique mis en place par le précédent gouvernement. En conséquence, les présidents de région ont décidé, lundi 28 septembre, de déserter la conférence des territoires et de couper les ponts avec l'État. Les départements ont également annoncé leur retrait des instances de concertation, et si les questions fiscales constituent la principale pomme de discorde, les collectivités fustigent aussi la méthode jugée autoritaire et accusent l'État de vouloir orchestrer une recentralisation du pays. La droite républicaine, revigorée par son succès au sénatorial, entend tirer profit de son implantation dans les exécutifs locaux pour s'opposer à Emmanuel Macron. Enfin, la victoire de la droite au Sénat place une hypothèque sur le projet de révision constitutionnelle voulu par le président de la République, qui ne dispose pas de la majorité des 3/5 au Parlement et devra négocier des ralliements. Sur cette question, Jean-Louis Bourlanges. Oui, les élections sénatoriales sont apparues comme une douche froide pour le gouvernement et pour la majorité parlementaire. On se demande bien pourquoi d'ailleurs, parce que c'était quand même des perspectives extrêmement téméraires que celles qui avaient été développées en grande partie par Monsieur Patria, qui était animé d'une foi volontariste qui n'était pas fondée sur les chiffres. En réalité, d'abord, mais ça, je ne limite pas du tout l'échec à cela, il y a quand même un effet mécanique très simple. Les élections législatives et d'ailleurs l'élection présidentielle du printemps ont été gagnées par la combinaison de deux opérations. D'une part, une défaite des partis traditionnels, de la droite et de la gauche, et d'autre part, marginalement, mais de façon non négligeable, la conversion d'un certain nombre d'élus de droite ou de gauche de leur parti d'origine vers la nouvelle formule incarnée par Emmanuel Macron. Là, sur les sénatoriales, le premier moteur ne pouvait pas exister puisque les électeurs étaient les élus. Donc, on avait des élus qui étaient issus des partis traditionnels, qui avaient gagné les élections précédemment et qui n'avaient aucune raison et le rapport de force était évidemment fondamentalement défavorable à En Marche. En Marche ne pouvait compter que sur l'effet de transfert de ceux qui se diraient, comme l'avait fait Darmanin, Le Maire, d'autres, etc. Nous changeons de camp, nous passons de notre parti à un parti. Alors là où c'est vrai, là où il est vrai que cet effet de transfert a été absolument nul. Donc on a d'une part quelque chose de logique, c'est que les électeurs des sénatoriales, c'était des élus, et donc il n'y avait aucune raison qu'ils votent pour En Marche, puisqu'ils appartenaient à des partis qui n'étaient pas le parti En Marche, et d'autre part, l'effet de conversion a été nul, et il faut s'interroger sur cette nullité de l'effet de conversion. La seconde remarque sur les résultats, c'est que je crois que ce qui caractérise ces résultats, c'est la résistance des socialistes. Ce qui est un paradoxe quand on voit l'image que le Parti socialiste donne. Maintenant, on a une direction collégiale de 28 membres, je crois. Je ne sais pas si c'est le modèle du Conseil européen, du Conseil de l'Union européenne qui les inspire, mais il semble qu'une direction collégiale à 28 personnes... C'est le métro. C'est membre de la direction collégiale debout 44, assis 22. Voilà. C'est comme pour Oui, c'est exactement ça. En dépit... Alors, la droite n'était pas brillante non plus, mais enfin, on voit quand même se polariser quelque chose assez à droite d'ailleurs, autour de Laurent Wauquiez. Ça donne une impression un peu moins confuse que la gauche. Eh bien, mais la droite était quand même en principe la grande bénéficiaire de cette élection, compte tenu du fait que l'élection sénatoriale était le contre-coup, apparaissait comme le contre-coup des élections territoriales des années antérieures. Quand même, les socialistes ont résisté, ce qui prouve que il y a un vrai problème du rapport entre la majorité actuelle
et la gauche. Pour l'instant, ceci est capté par Jean-Luc Mélenchon, ce qui est à la fois une promesse de beaucoup de talent, de beaucoup d'agitation, et en même temps sans doute une très grande difficulté à concrétiser une alternance possible. Mais enfin, là est la surprise. La droite peut dire tout ce qu'elle veut, elle n'a pas vraiment gagné comme elle aurait dû, et quant à la majorité, elle doit effectivement réfléchir. Alors deuxièmement, pourquoi cette conversion ne s'est pas faite? Alors là, on a vraiment une fracture qui est une triple fracture entre les élus territoriaux, comme on dit, et les élus et Macron et la majorité parlementaire. Alors c'est la conjonction de plusieurs choses. Premièrement, le problème budgétaire. Il a été rappelé dans les chiffres qu'a donné Philippe. On voit bien qu'on demande aux collectivités territoriales de se serrer la ceinture. Alors on dit c'était 13 milliards alors qu'on avait dit 10 milliards. Enfin tout ça c'est idiot. Une élection présidentielle, c'est pas fait pour aligner des milliards comme ça. On engage effectivement les collectivités territoriales dans une cure d'austérité. Ils protestent contre la suppression des emplois aidés. Une grande partie des élus locaux avait demandé la suppression de ces emplois aidés. C'est comme ça, et il y a une résistance très forte, qui est d'ailleurs la résistance de tout le monde. Chaque fois que vous voulez faire des économies budgétaires sans faire le rabot, c'est-à-dire sans dire de façon bête et méchante, je réduis de 5%, eh bien, vous vous exposez à des résultats, à des grognes significatives, et vous vous y exposez d'autant plus que vous n'avez pas le temps, en quelques mois, de faire des réformes sérieuses. Le problème des économies, de la réduction des dépenses publiques, c'est que pour qu'elles soient intelligentes, il faut du temps. Et là, du temps, messieurs le maire, Darmanin et autres n'en ont pas. Donc, on a un premier conflit. Mais ça n'est pas le seul. Ça n'est pas le seul conflit. Il y a un conflit territorial. Il y a une fracture. Alors là, je crois que la fracture, elle est quand même assez mal perçue. Tout le monde dit les territoires, les communes, le rural profond. En réalité, ça n'est pas le rural profond qui souffre le plus. Ou du moins, s'il souffre, il est susceptible de trouver des solutions qui ne sont pas forcément très coûteuses. La vraie fracture, elle est entre le centre des métropoles et les périphéries des villes, où là, vous avez une accumulation de dysfonctionnements économiques, sociaux, d'ordre public, de traitement maladroit de l'immigration, etc., qui est massif, et c'est pas ça qui apparaît. Ce qui est intéressant dans cette grogne, c'est qu'elle se dissimule sous la revendication de la France, du Seigle et de la Châtaigne, qui protestent contre la France urbaine. Et dernière chose, et c'est là-dessus que je voudrais insister très rapidement, c'est la fracture politique. Je crois que nous sommes dans une société, nous voyons bien aujourd'hui se creuser sous l'effet de la suppression des cumuls, notamment, nous voyons bien se creuser une fracture très profonde entre les élus territoriaux et les élus nationaux. Il y a derrière tout cela, il y a tout un ensemble de mises en cause sur pas plus de 3 mandats, les élus, on va pas vous donner on va vous coincer de tous les côtés, vous ne pouvez plus. Et il reste les élus nationaux. Les élus nationaux n'ont pas vraiment de pouvoir. Et je crois que là, il y a quelque chose qui est extrêmement lourd, c'est que la société politique française n'a pas trouvé le commencement d'un équilibre dans l'organisation de son système de promotion. Avant, on avait élus locaux, élus territoriaux, c'était la même chose. Oui, je pense qu'on va y revenir. On va y revenir, et c'est sûrement un des sujets centraux de l'analyse de ces élections. Nicolas Bavrez. Alors, sur l'analyse des sénatoriales et ses conséquences pour le système politique français, je crois que Jean-Louis Bourlange vient de dire tout ce qui pouvait être dit. J'essaierai de revenir, moi, un peu sur les problèmes de structure qu'on peut trouver derrière.
Donc, il est bien clair que le mandat d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de réformer le modèle économique et social français, et qu'un des problèmes majeurs, c'est la dépense publique. Or, il est vrai que dans cette dépense, on a trois parts, l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale, et que dans les dérives majeures, il y a ce système local, à la fois dans ses compétences avec l'absurdité du millefeuille, et puis ensuite également dans sa capacité à générer de la dépense publique et à embaucher encore dans les années récentes 40 000 fonctionnaires supplémentaires chaque année. Donc la réforme est indispensable. Pour autant, en même temps, comme on dirait aujourd'hui, les initiatives qui ont été prises par Emmanuel Macron depuis qu'il a été élu sont en effet difficilement compréhensibles, et c'est de là que vient le côté sérieux du problème. Pourquoi ? Parce que on a premièrement la volonté de faire 13 milliards d'économies, et sans pour l'instant qu'elles soient vraiment documentées. Elles ont été donc annoncées et imposées. De l'autre côté, on a une mesure totalement démagogique qui est le fait de faire en sorte que 80% de la population, des ménages, ne paient plus la taxe d'habitation, ce qui veut dire qu'on coupe les citoyens de la dépense locale, alors que le problème, c'est d'en reprendre le contrôle. Enfin, sur les emplois aidés, on l'a présenté de manière anecdotique. Je crois quand même, sans me faire l'avocat des élus, mais que si on se met un peu à leur place, voilà des gens qui ont passé 1 an à être appelés par les préfets, les sous-préfets, qui leur ont demandé de faire des emplois aidés, qui les ont appelés toutes les semaines pour savoir combien ils en avaient pris et leur expliquer que ça n'était pas assez. Et il se trouve qu'il y en a un certain nombre de ces emplois qui sont dirigés par ailleurs vers l'éducation nationale. Et 15 jours avant la rentrée, on leur explique que ils ont le choix entre tout arrêter ou les financer eux-mêmes. C'est quand même une incohérence absolument invraisemblable. Soyons clairs, sur le fond économique, l'emploi aidé n'a pas de sens quand il est dans le secteur public, parce que le taux de conversion en emploi réel durable est particulièrement faible. C'est mieux dans le secteur privé. Mais on ne peut pas avoir des signaux contradictoires à ce point qui soient donnés par l'État. Et le dernier problème, c'est que quand au même moment où on expliquait aux élus locaux qu'il allait falloir diminuer les dépenses de 13 milliards d'euros, les dépenses de l'État dans le budget 2018 augmentent jusqu'à 386 milliards d'euros, et le déficit augmente de 76 à 84,3 milliards hors comptes spéciaux. Donc, il faut reconnaître que les signaux qui ont été envoyés sont complètement contradictoires. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire derrière ? Derrière, on a 3 problèmes. Comment est-ce qu'on réorganise la carte de la France ? Implicitement, même si ça n'est pas dit, dans le système qui se met en place, on est en train de reconstruire la carte de France autour des régions et des métropoles, mais sans en tirer vraiment les conséquences, et surtout sans indiquer ce qu'on fait du reste du territoire. Deuxièmement, on a un problème de méthode. Et autant ce que j'ai décrit comme incohérence vis-à-vis des collectivités, cela tranche avec l'intelligence de la méthode qui a été conduite pour la réforme du marché du travail, où on a eu à la fois la vitesse, les ordonnances, la concertation avec plus de 300 heures, et ça a permis de faire une réforme à la fois puissante et assez bien comprise pour l'instant. En matière de collectivité, c'est l'incohérence qui a primé. Alors, les conséquences, quelles sont-elles ? On l'a dit, premièrement, révision constitutionnelle très difficile, parce que aujourd'hui, il faut un vote conforme du Sénat. Je rappelle qu'il y a 2 verrous, le vote conforme et ensuite les 3/5. Recourir à l'article 11 par les temps qui courent. Je vous renvoie aux expériences récentes de référendum. L'article 11, c'est le référendum. L'article 11, c'est le référendum, j'allais dire, en passant outre les commentaires du Parlement. C'est la révision constitutionnelle à la De Gaulle en 62. Quand on regarde les référendums aujourd'hui un peu dans le monde, je vous rappelle les grands succès du Brexit, de Renzi sur la réforme de la Constitution italienne, de ce qui se passe aujourd'hui en Espagne. On va en reparler. Derrière, il y a aussi une remontée du risque politique qui me paraît importante aujourd'hui, même si elle est encore un peu masquée.
Et puis, on a un vrai problème de financement des collectivités locales, parce que personne ne sait, c'est certainement pas l'État qui va compenser. Je rappelle que la réforme de la taxe d'habitation, le coût, c'est 3 milliards en 2018, 6 milliards 6 en 2019, 10 milliards 2 en 2020. Donc ce sont des sommes considérables. D'où va venir l'argent? Personne ne le sait. Alors qu'est-ce qu'on devrait faire? Ça a été dit. On devrait faire comme les Allemands, c'est-à-dire que dans l'agenda 2010, il y a eu une vraie conférence des territoires, pas un président de la République qui est venu asséner ses vérités, mais des gens qui ont négocié. Et qu'est-ce qu'on a eu du côté des lenders? Des compétences qui ont été réparties, redistribuées, un vrai engagement de discipline financière et des finances qui sont allouées. Et je pense que c'est très important, et y compris de trouver un mode de fiscalité qui permet de financer de manière pérenne les collectivités territoriales. François Bujon de l'Étang. C'est pas facile toujours de voir très clair dans cette affaire, parce qu'en réalité, il y a deux niveaux. Il y a d'une part les élections sénatoriales qui viennent d'avoir lieu et qui, si on les analyse en tant que telles, Jean-Louis l'a fait très bien, ont donné un résultat qui est à contre-courant de celui des élections, disons, du mois de mai et du mois de juin, puisque la droite s'en tire bien, le Parti socialiste résiste bien, et que la République en marche, au contraire, ne confirme pas les succès du printemps dernier ou du début de l'été. Alors, c'est aussi parce qu'il y a 3 mois de décalage, bien entendu, entre l'élection présidentielle, l'élection législative et l'élection sénatoriale au mois de septembre. Et 3 mois, il y a l'effet de déception, il y a l'effet de baisse dans les sondages, enfin, il y a beaucoup de choses. Et il y a la volonté, effectivement, de la droite de mieux s'organiser pour mieux résister. Il y a aussi le fait que, comme l'a très bien dit Jean-Louis, ce sont des élus qui sont les électeurs des élections sénatoriales, et que là-dedans, eh bien, il y a quand même une très forte majorité de la droite, puisqu'elle contrôle la majorité des régions, et que si vous regardez même les associations d'élus locaux, qu'il s'agisse des maires, de l'association des départements de France ou de l'association des présidents de région, elles sont toutes les 3 dominées par la droite. Mais tout ceci s'est passé en plus sur une toile de fond, un bruit de fond qui est celui du mécontentement des élus locaux et du malaise des collectivités locales devant un certain nombre de choses. Alors, c'est là que c'est plus difficile d'y voir clair, parce qu'il y a quand même beaucoup de mauvaise foi de part et d'autre. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela, je crois, et de cette controverse qui n'est pas très articulée, si je puis me permettre cette critique? La première, c'est que l'État a évidemment raison de peser sur les collectivités locales pour qu'elles diminuent leurs dépenses. Ça, c'est le bon sens même. Je vous rappelle d'ailleurs que François Fillon, dans son programme, avait prévu 20 milliards d'euros d'économies dans les dépenses des collectivités locales. On en est loin dans ce qui leur est demandé aujourd'hui par le gouvernement d'Édouard Philippe. Il a donc raison, mais il a entièrement tort, le gouvernement, en même temps, de ne pas faire parallèlement l'effort de diminution des dépenses publiques de l'État, qui devrait bien entendu accompagner ou même devancer celui des collectivités locales. Donc il y a là une espèce de contradiction insoutenable, et beaucoup d'élus locaux mettent le gouvernement en présence de cette contradiction. Une deuxième chose, c'est que quand bien même les objectifs sont louables, ce qui est évidemment le cas, les méthodes choisies ne le sont pas toujours, ou sont volontiers maladroites. Regardez les déclarations des uns et des autres, celle du président du Sénat, notamment Gérard Larcher, sur les emplois aidés, sur l'idée d'un contrat de confiance sur les dépenses des collectivités locales entre le gouvernement et celle-ci. Il n'y a pas eu de concertation véritable, et je trouve que le fait que les régions, l'association des présidents de région, se retire de l'instance de concertation qui avait été mise en place au début de l'été par le gouvernement est très significative. On a mis en place une instance de concertation, et puis on a annoncé des décisions, et c'est après, évidemment, que l'on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu de concertation et que les régions s'en vont. Donc cette réaction des collectivités locales, elle est symbolisée finalement par le résultat des élections sénatoriales, et elle est parfaitement compréhensible. En soi, ce n'est pas d'ailleurs malsain. Il y a une réaction contre la surreprésentation de La République En Marche à l'Assemblée nationale, et donc une correction en quelque sorte. Et puis en même temps, il y a une réaction contre l'approche très parisienne, très techno, comme on dit volontiers dans les régions, des réductions de dépenses des collectivités locales. L'impression que Bercy a pris le pouvoir est très très forte, et elle sera difficile à dissiper. Marc-Olivier Pattis.
Ce qu'on voit bien dans ce sujet, c'est que la chance d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas d'opposition politique véritablement. C'est-à-dire, comme l'a rappelé Jean-Louis Bourlanges, les partis ont été déstabilisés par l'élection présidentielle et législative. Aujourd'hui, les partis n'ont pas tenu leur congrès et donc il n'y a pas de leader de l'opposition. Et dans cette absence, on a l'impression que du coup, ce sont les élus locaux qui font office d'opposition politique à Emmanuel Macron, et de fait, ils ont des raisons de s'opposer à lui sur un certain nombre de projets qui concernent l'équilibre entre le Parlement, enfin entre l'État et les collectivités locales. Alors, comme l'a rappelé Nicolas Bavrez, on est dans une situation où la dépense publique continue à progresser en France, essentiellement, notamment du fait des dépenses locales. Puisque, je me permettrai d'exprimer une divergence avec François là-dessus, l'État a fait des efforts en ce qui concerne la réduction de ses dépenses. Si vous regardez sur les 10 dernières années... Nicolas, tu exprimes ton désaccord. À ce moment-là, les deux, mais je pense que non. Nicolas, je pense, est d'accord avec ça. C'est François... Laisse-le être désaccord avec qui il veut. Je me rappelle ce qu'a dit Nicolas. Non, c'est sur le budget 2018 qu'on a une hausse, effectivement, des dépenses de l'État. Et par ailleurs, c'est un des paradoxes de la France qu'on appelle économie budgétaire une moindre augmentation des dépenses. Généralement, ailleurs dans le monde, on appelle ça une augmentation des dépenses. Mais chez nous, le fait que ça augmente moins que prévu est considéré comme des économies. Tant qu'on est alors c'est l'exception française. Tant qu'on est dans la lexicologie, puisque je parlais tout à l'heure de notre association avec ce numéro du 1 qui parle du français, à propos de la concertation, j'ai eu pendant longtemps mes habitudes chez une fruitière italienne dans une rue de Paris qui a été bouleversée complètement par la mairie, et elle a vu son commerce qui allait péricliter, et donc elle se confiait à moi avec des espoirs, et avec moi mauvaise foi et hypocrisie, je disais mais non, mais peut-être il y a encore une possibilité de faire entendre raison à la mairie, et avec son accent italien magnifique, elle m'avait répondu mais non, c'est fini, on a été concerté. Marc-Olivier, pardon. Donc, si on regarde la structure de la dépense publique dans les 10 dernières années, donc je fais exception du budget 2018, la dépense publique de l'État est stable, mais là où il y a une augmentation de la dépense publique, c'est sur les collectivités locales. Et l'instrument qu'a l'État pour contraindre les collectivités à réduire leurs dépenses, c'est en jouant sur la dotation qui est donnée par l'État. D'où effectivement la difficulté que pointait Nicolas tout à l'heure, c'est qu'on est dans une situation en France où les collectivités locales dépensent sans avoir de ressources fiscales propres, ou en tout cas pas assez de ressources fiscales propres, puisque Nicolas Sarkozy avait déjà commencé à supprimer une partie des ressources fiscales propres aux collectivités locales, et qu'avec la taxe d'habitation, on en réduit une deuxième. Cela dit, il me semble quand même... La difficulté, c'est pas une mauvaise réforme, celle de la taxe d'habitation, dans la mesure où elle était totalement hétérogène en fonction des territoires, et qu'une mise à plat semblait peut-être un peu difficile. Toujours est-il qu'on est dans une situation où effectivement l'État cherche à contraindre les collectivités locales, lesquelles, comme l'a dit Nicolas aussi, ont continué à dépenser de façon assez dynamique. Ce qui s'explique en partie par les transferts d'un certain nombre de compétences de l'État vers le local, mais pas seulement. Aussi la création des intercollectivités, des intercos, etc. Mais on voit que même avec la création des intercos, les municipalités ont continué à créer de l'emploi de fonctionnaires locaux. Donc il y a quand même un problème de contrôle. Et pour faire bref, je dirais sur ce bras de fer que je voudrais réagir aussi sur la thématique de la rupture territoriale. Il me semble que il ne faut pas s'en remettre trop à cette opposition centre-périphérie à laquelle Jean-Louis faisait référence, même si on sait que le Sénat, c'est la chambre des territoires, et notamment des territoires ruraux. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir, disons, une opposition trop massive entre centre et périphérie. Il y a des centres qui sont appauvris, en dehors des métropoles, et des périphéries qui se portent bien. Mais surtout, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a des périphéries urbaines qui sont en développement, qui gagnent de la population et qui sont sous-dotées
par rapport à des collectivités locales dont la population est stable ou déclinante, qui sont sous-dotées en équipement, en encadrement, etc. Et je trouve que dans le débat public, ces zones territoriales qui sont en développement démographique, ce qui est une bonne nouvelle pour la France, sont trop sous-représentées, on ne les entend pas assez, et ça c'est en partie en raison du côté archaïque du mode de désignation des sénateurs. Un mot sur le relatif succès des socialistes. Il n'est pas sûr que ça forme un groupe qui reste homogène jusqu'à la fin pour des tas de raisons. La première, c'est que les gens qui sont là, les socialistes au Sénat, vont devoir être réélus, notamment dans les fonctions, enfin, à travers les mandats locaux, les maires, les conseillers généraux, etc., qui les élisent. Et ensuite, qu'un certain nombre d'entre eux n'ont aucune espèce d'autre légitimité que celle des apparatchiks. J'habite Paris, je me suis donc intéressé aux sénateurs élus à Paris. Celui qui était tête de liste, je dis pas de nom parce que je veux pas faire de personnalité, en plus je le connais pas, mais j'ai cherché ce qu'il avait bien pu faire pour la ville, quelle position il avait bien pu prendre, sur des sujets aussi importants que le Grand Paris, par exemple. J'ai trouvé rien. C'est un homme qui a fait entièrement carrière à l'intérieur de l'appareil, qui est élu d'un arrondissement où il a succédé à un autre socialiste qui avait, lui, conquis l'arrondissement. Et si on veut, enfin, si on cherche quelques actions, quelques prises de position autres qu'à l'intérieur du parti, on n'en trouve pas. Ça ne donne pas des positions politiques extrêmement solides. Sur je crois que Jean-Louis Bourlanges, je ne voudrais pas m'avancer, mais il est possible que Jean-Louis Bourlanges ait un dernier mot. Oui, d'abord, moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit, mais il y a un truc sur lequel je réagis face à ce qu'a dit Nicolas. Il parle de la rupture de la continuité de l'État. Zut! Il n'y a pas de rupture de la continuité de l'État, il y a une alternance politique. On avait un budget 2017 qui avait été fabriqué par des socialistes dans des conditions de démagogie absolue, d'insincérité relevée par la Cour des comptes, avec des dépenses, des prévisions de recettes qui n'étaient pas du tout à la hauteur. Enfin, si, les prévisions de recettes allaient à peu près, mais les dépenses publiques étaient complètement sous-estimées, et le gouvernement hérite de cela. On a des engagements internationaux qui avaient été pris par le gouvernement précédent et que le gouvernement actuel ne pouvait pas restaurer. Donc la rupture, elle est réelle, mais elle est la sanction, peut-être pas habile, ça je suis d'accord avec toi, on pouvait faire beaucoup mieux, mais elle est la sanction logique de ce qui s'est passé au printemps dernier et de la nécessité de réagir. C'est vrai que ce gouvernement essaie de réagir sur un certain nombre de plans. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que sur le plan des économies, je crois que moi, je ne me sens pas solidaire du procès, je dis pas sur le fait que les dépenses de l'État baissent moins que les dépenses, ou baissent pas, par rapport à celles des collectivités territoriales. Je trouve ça normal. Actuellement, il y a des besoins dans l'État qui sont absolument fondamentaux. Je ne dis pas qu'on puisse pas dépenser mieux, mais ça demande un peu de temps. Mais la justice, la police, l'armée, et l'éducation nationale, qui sont quand même les très très gros consommateurs de dépenses, je trouve normal, même dans une stratégie d'économie de l'offre, de modification du système, que l'on fasse un effort. D'ailleurs, il y a 2 mois, tout le monde a hurlé parce qu'on faisait un effort sur les dépenses militaires, et donc je pense que le problème du gouvernement, et là je suis sûr que Nicolas sera d'accord avec moi, le problème du gouvernement, c'est qu'il n'a pas annoncé pendant la campagne électorale, moi je sais, je l'ai dit quand je me suis présenté, tout le monde était content, disons on va avoir Macron, puis après ça va aller mieux. Bon, j'ai dit on va avoir Macron, ça va certainement aller mieux, mais ça va faire aussi mal, parce que on ne peut pas rétablir notre situation sans faire un certain nombre d'efforts. Eh bien, là, on voit bien que le gouvernement n'a pas annoncé publiquement un parcours intelligible de réduction des dépenses qui doivent être essentiellement les dépenses d'intervention, où là, on a des milliards qui sont dépensés d'une façon très douloureuse, mais ça sera pas facile. Et dernière chose, je maintiens que le grand problème politique d'Emmanuel Macron, c'est de reconstituer un système politique. Le système partisan a été brisé en profondeur, et on le voit chaque jour par les événements du printemps dernier, mais une société politique nouvelle n'émerge pas. Les partis politiques les vieux partis
sont marginalisés, détruits. En Marche est organisé d'une manière à ne pas être un parti, à être une courroie de transmission. La fracture entre les élus territoriaux et les élus nationaux est systématisée et elle se justifie. Dans des quantités de grandes démocraties, il y a rupture. Mais l'ensemble culmine, se concentre par une concentration des pouvoirs sur un entourage technocratique autour du président de la République. Et il y a là une très grande disproportion, inadéquation entre l'ampleur de la tâche réformatrice à accomplir et de la mobilisation des citoyens à opérer et les cercles extrêmement restreints et technocratiques du pouvoir. Nicolas là est le vrai problème. Réponse très rapide pour qu'on garde un peu de temps pour l'Espagne et la Catalogne. Premièrement, Souci d'intérêt général. première remarque de Jean-Louis Bourlanges sur l'insincérité du budget, c'est parfaitement exact. Mais à ce moment-là, on fait une loi de finances rectificative pour 2017 et ça n'a pas été fait. Deuxièmement, si. Et on annonce les tournants politiques et on les fait voter. Deuxièmement, deuxième exemple d'incohérence, c'est vrai que il y a un double problème dans la dépense de l'État. Il y a un problème de niveau et puis il y a un problème de qualité. Et ce qui est systématiquement, malheureusement, dévalorisé et maltraité, ce sont l'investissement et l'État régalien. 80% des coupes budgétaires de l'été ont porté sur, premièrement, la défense, 850 millions, deuxièmement, la police, 400 millions, troisièmement, le Quai d'Orsay, 300 millions, enfin, l'aide au développement. Donc, c'est l'État régalien qui a subi cette incohérence et ces ajustements, alors qu'il fallait faire l'inverse. Troisièmement, là, en revanche, je suis entièrement d'accord. Très vite, le problème politique d'Emmanuel Macron, quel est-il? C'est la carte du premier tour et qui nous ramène à notre sujet, c'est la fracture territoriale, sociale, politique de la France qu'on appelle la France périphérique. Et le problème qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il ne parle pas à cette France, il a perdu le contact, y compris avec des déclarations malheureuses. Et je rejoins ce qui est dit. En face, on a un système de pouvoir qui est fondé sur un vide complet, un vide de Premier ministre, un vide de gouvernement, sauf sans doute en matière d'éducation et de travail, un vide de majorité, même si elle est énorme, et un vide de partis politiques. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions maintenant à un autre sujet, le sujet du référendum en Catalogne. Dimanche dernier, les autorités catalanes ont donc organisé un référendum d'autodétermination. La journée a été marquée par de violents affrontements entre la police espagnole et les électeurs, alors que la justice avait déclaré la consultation contraire à la Constitution. Le soir même, Carlos Puigdemont, le chef de l'exécutif catalan, a proclamé la victoire du oui, avec 90% des suffrages exprimés, malgré une participation plafonnant à 42,3% des inscrits. Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a répliqué « Il n'y a pas eu de référendum d'autodétermination en Catalogne ». Un dialogue de sources est alors développé entre Barcelone et Madrid, tandis que le gouvernement espagnol de M. Rajoy refuse toute négociation. L'exécutif catalan menace de faire sécession et de former un État indépendant qui prenne la forme d'une république. Le président catalan a demandé une médiation internationale et un appui de l'Union européenne pour faire entendre ses revendications à Madrid. M. Puigdemont réclame aussi le départ des forces policières espagnoles et promet une enquête sur les violences du 1er octobre. Les défenseurs de la cause indépendantiste ont dans le même temps organisé d'importants rassemblements populaires. Près de 15 000 personnes ont manifesté à Barcelone le 2 octobre et près de 700 000 Catalans ont répondu le lendemain à l'appel à la grève générale lancé contre les violences policières. Le roi Philippe VI s'est adressé à la population le 3 octobre. Dans son allocution télévisée, il a défendu avec fermeté l'unité de l'État espagnol, ouvrant la voie à de nouvelles mesures de Madrid pour rétablir l'ordre constitutionnel en Catalogne. Cette fermeté a surpris de nombreux observateurs qui ont vu un parallèle avec l'attitude de Juan Carlos Ier lors de la tentative de coup d'État militaire de 1981. Cette intervention n'a pourtant pas découragé l'exécutif catalan qui a annoncé préparer une déclaration d'indépendance. Le tribunal constitutionnel de Madrid a donc suspendu la séance plénière de l'Assemblée régionale afin d'empêcher les parlementaires catalans de se réunir. Dans un geste d'apaisement, M. Puigdemont a finalement repoussé à mardi son intervention devant le Parlement régional.
Les divisions de la société catalane ont par ailleurs refait surface en fin de semaine. L'agitation indépendantiste provoque en effet l'émotion des milieux d'affaires. Les deux principales banques de la région ont annoncé le déménagement de leur siège. Les Catalans opposés à l'indépendance, qui se présentent comme une majorité silencieuse, doivent également défiler dans les rues de Barcelone aujourd'hui dimanche. Sur cette question, François Bujon de l'Étang. Alors, nous parlons à chaud d'une crise qui est en train de se développer, qui est loin d'être terminée. D'ailleurs, aujourd'hui, il doit se tenir dans les rues de Barcelone un rassemblement des non-indépendantistes, c'est-à-dire la majorité silencieuse qui ne s'est pas exprimée jusqu'à présent et dont les sondages montrent tout de même que 40% environ se déclarent espagnols plutôt que catalans. Et on ne les a pas entendus jusqu'à présent, ce qui est une des caractéristiques de cette crise. Donc, les choses vont évoluer puisque la session du Parlement catalan de lundi est suspendue. C'est maintenant mardi qu'on attend éventuellement une proclamation d'indépendance par M. Puigdemont. Nous allons voir ce qui se passe. Mais il y a plusieurs angles d'approche de cette crise. Il y a d'abord l'angle premier, l'angle espagnol, si vous voulez. Il ne fait pas de doute que c'est une crise espagnole majeure, c'est une crise nationale, c'est une impasse politique extraordinairement dangereuse et dans laquelle tous les protagonistes peuvent être blâmés assez équitablement pour leur comportement, car cette crise, elle se prépare, elle s'accumule depuis déjà des années, et en réalité, on voyait bien depuis les élections régionales de 2015 que les indépendantistes, plus les 10 députés communistes qui les soutiennent et qui sont particulièrement violents sur le plan de l'indépendance, préparaient quelque chose de ce genre. Mariano Rajoy, de son côté, a réagi très tardivement, on le voit très bien, il a réagi avec brutalité, il a perdu, comme on dit, la bataille des images, parce que les interventions de la police espagnole ont été très très mal perçues dans le reste du monde, et même le roi Philippe VI, qui est intervenu trop tard. Il aurait très bien pu parler 8 ou 15 jours plus tôt, avec plus de succès, même si son charisme est loin de celui qu'avait son père, au moment notamment de l'affaire du commandant Tejero, vous vous en souvenez tous. Donc tout ceci, moi je trouve cette crise sur le plan strictement espagnol démontre à la fois l'extrême duplicité des autorités catalanes qui ont fait passer la loi organisant un référendum le 1er octobre, sans seconde lecture, presque à la sauvette, en catastrophe et en 24 heures, et l'ineptitude du gouvernement de Madrid qui n'a pas su prévoir la crise, qui a mal réagi et qui aujourd'hui fait, comme on dirait en italien, brutta figura, alors qu'il est effectivement dans son bon droit légal et constitutionnel. Ça, c'est l'angle purement espagnol. Alors, si nous nous souvenons que nous sommes français et que nous nous intéressons, ce que nous devrions toujours faire, à nos intérêts personnels, où sont nos intérêts là-dedans ? Il est évidemment clair que nous avons un grand partenaire qui s'appelle l'Espagne, qui est un des grands piliers de l'Union européenne, et que je pense que toutes les critiques qui trouvent que le gouvernement français ne s'est pas exprimé suffisamment sur cette affaire sont très injustes, car en réalité, il n'est pas possible de s'exprimer publiquement quand on est aux affaires. La non-intervention, je sais bien, est une malédiction qui nous poursuit dans les épisodes espagnols. Elle a été très critiquée entre 1936 et 1939, alors qu'elle était la doctrine du Front populaire. Aujourd'hui, cette doctrine de non-intervention s'applique tout à fait aussi à la crise catalane actuelle. Mais il est clair, vu sous l'angle français, que nous n'avons aucun intérêt à l'indépendance de la Catalogne, je dis bien aucun intérêt, que nous n'avons aucun intérêt à l'affaiblissement de l'Espagne, qui est un grand partenaire, que nous n'avons aucun intérêt à avoir une crise d'un pays vraiment démocratique et d'un état de droit à nos frontières, et que nous n'avons aucun intérêt à une fragmentation de l'Europe. Si vous permettez, Philippe, j'ajouterai un mot sur l'angle européen sur cette affaire. Bruxelles, même chose. On critique à tort Bruxelles pour son attitude dans la crise catalane. La Commission de Bruxelles a dit ce qu'elle avait à dire, c'est-à-dire que sur le plan légal, il était parfaitement clair que si une province faisait sécession d'un État membre, elle se retrouvait en dehors de l'Union européenne, en dehors de l'euro, et que l'Union européenne ne connaît
que l'État membre. Donc ceci est absolument indiscutable. Et politiquement, il est clair que les institutions européennes ne peuvent pas être favorables à une fragmentation qui menace, et qui menace d'autant plus, il faudrait redire un mot tout à l'heure peut-être sur les fausses analogies que l'on entend souvent, mais qui menace d'autant plus que d'autres provinces européennes, l'Écosse, la Flandre, la Lombardie et la Vénétie, que sais-je, agitent toutes des idées d'autonomie ou des idées de pouvoir supplémentaire, et bien entendu la Corse, peuvent trouver des aliments nouveaux dans l'aventure catalane. Marc-Olivier Badis. Oui, je voudrais cette fois-ci converger avec François. Je pense que ce n'est pas du tout de l'intérêt de l'Union européenne aujourd'hui de se compliquer encore la tâche avec une transition d'une Catalogne indépendante, alors qu'on ne sait déjà pas comment gérer le Brexit. Ce serait tout à fait insoluble. Alors, 3 points rapidement. D'abord, sur le contexte général, c'est tout à fait représentatif, cette demande d'autonomie catalane, des nouvelles demandes d'autonomie régionale, puisque en France, on connaît plutôt les demandes de type breton ou corse, qui étaient des provinces, on peut le dire, un peu délaissées par le centre et assez pauvres, et donc qui réagissaient comme ça, alors que depuis une vingtaine d'années, ce qu'on voit se développer, ce sont des revendications d'autonomie de régions riches, c'est-à-dire la Catalogne, l'Italie du Nord, la Flandre, et l'Écosse, qui est riche à cause du pétrole, disons au moins conjoncturellement, dans une conjoncture assez large. Le deuxième chose, c'est sur le fond du débat. Dans le fond, pourquoi les Catalans demandent-ils cette indépendance ? C'est moins pour des questions aujourd'hui culturelles, parce que la reconnaissance de leur langue a été largement accordée dans la répartition fédérale. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont. C'est un débat à nouveau budgétaire. Alors nous, on avait un débat sur le fait que l'État en France contrôle les collectivités locales par la dotation qui leur est faite. En Espagne, c'est le contraire. Ce sont les régions qui doivent contribuer au budget national. Et la Catalogne, qui avait un budget à peu près à l'équilibre ces dernières années, se retrouve en déficit parce que c'est l'État central qui lui demande de contribuer pour réduire le déficit espagnol qui était assez important. Et l'argument des Catalans, c'est de dire nous sommes pour un État-providence fort, mais que nous ne parvenons pas à maintenir parce que Madrid nous demande trop d'efforts financiers. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'on ne puisse pas s'entendre sur une question budgétaire. Parce que s'il y a vraiment un sujet qui est fait pour trouver des compromis et des discussions, c'est vraiment les questions budgétaires. Plaie d'argent n'est pas mortel. Ils devraient trouver un consensus. Donc c'est tout à fait surprenant qu'ils n'en trouvent pas. Et de ce point de vue-là, il faut quand même souligner qu'on est face à un processus vraiment révolutionnaire, dans la mesure où la Cour suprême est contestée par les Catalans, l'autorité du roi est contestée. On ne voit pas qui pourrait faire médiation. Et là, troisième point, je pense, l'Europe doit-elle jouer un rôle ? Je suis assez réservé. Je ne vois pas pourquoi l'Europe aurait ce rôle, en quelque sorte, on ne sait pas comment l'appeler, méta-constitutionnel pour l'Espagne. Ce serait tout à fait une attente, déplacée vis-à-vis de l'Europe. Et moi, je me méfie, parce que je suis pro-européen, des attentes qui ne sont pas pertinentes par rapport à ce que l'Europe peut apporter. L'Europe reste une fédération d'États-nations. Les interlocuteurs, ce sont les États et les nations. Et c'est difficile pour l'Europe de trouver une solution dans une crise comme celle-là. Nicolas Bavrez. Point 1, c'est la crise la plus grave pour l'Espagne depuis le coup d'État avorté du lieutenant-colonel Terrero. Et c'est une crise sérieuse pour l'Europe, une crise interne, un peu comme le Brexit. Quand on reprend l'histoire, c'est vrai que tout part du choc économique de la crise et l'éclatement de d'une des plus gigantesques bulles financières et immobilières en Espagne à la fin des années 2000. La crise économique a entraîné la ruine des classes moyennes, un chômage de masse et par ailleurs le système politique a éclaté à cause de ça et à cause de la multiplication des affaires de corruption. D'ailleurs, Barcelone n'étant pas plus épargnée que Madrid de ce point de vue. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que
On a donc eu l'engrenage politique, comme on l'a dit, sous-estimation du côté du gouvernement espagnol, puis réaction, usage disproportionné de la force publique dimanche dernier. Et de l'autre côté, il y a eu deux formes de populisme qui sont nées en Espagne. Podemos d'un côté, l'extrême gauche. Il n'y a pas d'extrême droite compte tenu du souvenir de la guerre civile et de Franco pour l'instant. Et l'autre forme de populisme, c'est le sécessionnisme catalan. Aujourd'hui, se sont réveillées deux forces différentes, ou même trois. Première force, l'économie. Il faut bien voir que contrairement, il n'y a pas eu de débat autour de ce référendum. D'ailleurs, un peu comme ça a été tronqué pour le Brexit sur l'économie. Mais la réalité, c'est que s'il y a indépendance de la Catalogne, elle sort instantanément de l'Union européenne, de la zone euro et de Schengen. Et que si elle veut rentrer, elle a besoin d'un accord général, y compris de l'Espagne, pour pouvoir rentrer. Donc, tous les acteurs économiques sont confrontés à une incertitude maximale. Et pour eux, ça n'est pas un vote politique. C'est une question, par exemple, pour les banques, c'est une question de vie ou de mort que de rester dans la zone euro, dans la régulation et sous la supervision de la BCE. Gaz natural, même chose, c'est un grand acteur énergétique. Il a besoin de rester sous la régulation européenne. Et deuxième force qui se réveille, la partie non indépendantiste et qui est a priori majoritaire de la Catalogne, et enfin le reste de l'Espagne, parce que on oublie que oui, il y a 7,5 millions de Catalans, mais que cette crise intéresse les 47 millions d'Espagnols, et il y a 17 régions en Espagne, et pas seulement la Catalogne. Alors, si on regarde un peu les scénarios, c'est vrai que c'est très compliqué toujours de se prononcer sur une crise qui est en route, mais je crois qu'il y a finalement deux grandes voies. La première, s'il y a une déclaration d'indépendance, très clairement, le gouvernement espagnol utilisera l'article 155 de la Constitution, qui est une forme d'article 16 à l'espagnol, qui permet au gouvernement de prendre le contrôle et de gérer les compétences de la Generalitat à la place à sa place. C'est le scénario de la confrontation. Quand on regarde les scénarios alternatifs, ça nous ramène à l'idée qu'il y a trois choses dans une démocratie: le suffrage universel, l'état de droit et puis le principe de modération et de compromis. Le suffrage universel, on peut recourir à de nouvelles élections en Catalogne, on peut recourir à de nouvelles élections générales, puisque Mariano Rajoy est lui-même dans une coalition très fragile. L'état de droit, on ne peut pas s'en abstraire dans une démocratie, et il faut être clair, le référendum n'a aucune base légale. Il n'y a pas d'autorisation du Parlement, contrairement au Brexit ou à ce qui se passe en Italie. Il n'y a pas eu de vraie liste électorale. Le résultat est extrêmement sujet à caution. Le principe de compromis, c'est l'idée de réfléchir, mais avec l'ensemble de l'Espagne, à l'évolution de la Constitution espagnole. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est évidemment vers cette voie qu'il faudrait s'orienter. Jean-Louis Bourlanges. Oui, d'abord l'Europe. Je crois que j'avais toujours une opposition avec notre ami Max Gallo, qui pensait que l'évolution actuelle était marquée par une révolution, une revanche, une résistance des États contre l'idée européenne. Moi, je disais que la crise de l'Union européenne était très réelle, mais qu'elle était un élément, l'élément le plus voyant, d'une crise générale du partage, qui caractérisait l'ensemble de nos sociétés, leur vie sociale, et également la vie des États. Et que donc, on voyait simultanément des revendications d'éclatement de l'Union européenne et des revendications d'éclatement des territoires nationaux. Le symbole absolu, c'est la concomitance entre le Brexit du Royaume-Uni par rapport à l'Union européenne et l'affirmation d'un nationalisme écossais très puissant. Et là, je crois que ce qui se passe en Catalogne montre vraiment qu'on est en plein dans cette crise du partage. La Catalogne fait partie de ces régions riches qui ne veulent pas payer pour les autres et qui construisent une légitimation politique, culturelle là-dessus. Deuxièmement, sur le plan de l'Europe, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit François Bujon de l'Étang, la Commission est parfaitement dans son rôle. C'est une chimère que de croire que l'Union européenne n'est pas une union d'États. C'est une union à caractère fédéral, pas un État fédéral, mais une union à caractère fédéral d'États. Les cubes dont l'Union européenne est faite
ce sont les États. Et la Commission, si il y a sécession de la Catalogne, ça ne change rien, on a toujours l'Espagne en face de soi. Et de toute manière, la Catalogne n'a aucune chance, mais absolument aucune chance de rentrer dans l'Union européenne, simplement parce que pour faire admettre un nouvel État dans l'Union européenne, il faut l'unanimité. Et je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais j'ai l'impression que Madrid sera très réticent à cette idée-là. Donc, il y a pas de... Alors, deuxième remarque, pourquoi on en est arrivé là en Catalogne? Moi, ce qui me paraît, je connaissais assez bien Jordi Pujol, ce qui me paraît frappant, c'est la combinaison d'éléments gauchistes extrêmement irresponsables et provocateurs, et de ce qu'en termes marxistes, on appellerait la bourgeoisie nationale, qui était représentée par Convergence et Union et par, naguère, par Pujol. Victor Mas, qui a succédé à Pujol, a porté Convergence et Union à un degré de rupture impressionnant. Il a valorisé l'aspect national contre l'aspect bourgeois, si je puis dire. La bourgeoisie est tellement attachée à la bonne santé économique. Et ce à quoi nous avons assisté dimanche dernier, c'est le paroxysme de cette rencontre contre nature entre une bourgeoisie oublieuse de ses intérêts économiques véritables et de son enracinement social, manipulée par des fractions gauchistes. Et ce à quoi nous assistons maintenant, c'est un retour au bon sens de la bourgeoisie nationale, qui redevient peut-être nationale, mais surtout bourgeoise. Enfin, dernière remarque sur le roi. Bujon de l'Étang. Comment? Je voulais dire sur le roi. Le roi attendra. Donc, je lui transmettrai. François Bujon de l'Étang. Vive le roi. Personne n'attaque le roi. On dit simplement que son charisme n'était pas le même que celui de son père et qu'il a parlé trop tard. Je voudrais simplement faire 2 remarques pour clôturer cette discussion sur 2 points qui n'ont pas encore été faits, je crois. Le premier, c'est que on entend toutes sortes de sottises, comme toujours dans toutes les crises, et on en lit beaucoup, notamment dans les éditoriaux. J'ai lu dans un éditorial une comparaison entre la Catalogne et le Kosovo, en disant pourquoi est-ce que nous admettons l'indépendance du Kosovo et pas celle de la Catalogne. Excusez-moi, c'est une idiotie pure et simple. Au Kosovo, on a oublié qu'il y avait des Serbes qui étaient en train de massacrer des Albanais. En Espagne, à ma connaissance, personne ne massacre encore personne, et il faut s'en réjouir. Donc, toutes les analogies que l'on fait, même avec la Flandre, etc., sont trompeuses ou sont oiseuses. La seconde remarque que je fais, c'est sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il fut un temps où cette notion était très à la mode. Elle l'a été au XIXe siècle, à l'époque de l'indépendance grecque, dans l'Europe romantique. Elle l'a été avec Wilson et avec, bien entendu, le traité de Versailles. Est-ce qu'on peut dire que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes reste encore pertinent? Ma réponse brève, puisqu'il faut être bref, c'est de dire elle ne peut pas être pertinente quand il s'agit d'une société démocratique et d'un état de droit. C'est un usage abusif de cette notion. Par contre, il y a d'autres cas, et nous en avons eu un la semaine dernière, dont on n'a pas parlé, qui est le Kurdistan, pays opprimé, s'il en fut, pays et nation privée d'un État depuis le traité de Sèvres, et qui a fait un référendum d'indépendance qui va d'ailleurs avoir des conséquences difficiles au nom d'un droit des peuples à disposer d'eux-mêmes que dans un tel cas, on ne peut qu'approuver. Je vous remercie. L'heure a sonné, elle sonne. De notre dernière séquence, la séquence des brèves, juste un mot pour souligner le rôle, l'importance, la qualité de cet homme qui était Edmond Maire, qui est mort au début de la semaine. Nous l'avions reçu dans une autre circonstance et dans un autre endroit. C'était un homme qui avait entre ses propos et ses actes une cohérence qui n'était en plus pas ennuyeuse. Je veux dire qu'il y a des gens qui sont cohérents et qui vous donnent toujours un peu l'impression qu'ils vous donnent une leçon. Lui, non, il faisait ce qu'il avait à faire et il l'a fait. Et voilà, et c'était un homme de parole. Jean-Louis Bourlange, je commencerai pour commencer les brèves, il n'y a que vous. Oui. Pour les finir aussi. Non, pas pour les finir, pour les achever. Oui. Écoutez, je voudrais vous signaler le livre que j'ai lu cette semaine d'Olivier Guèze, La disparition de Joseph Mengele. Alors, Olivier Guèze est l'homme qui avait fait notamment le scénario du livre, du film sur Fritz Bauer, l'homme qui avait retrouvé Eichmann et qui avait conduit à la condamnation d'Eichmann. Et là,
c'est un livre, un roman, et je crois que la formule romanesque, je me méfie toujours du roman parce que, comme dirait Paul Valéry, le mélange du vrai et du faux est plus faux que le faux, pardon. Je commence à devenir vraiment gâteux. C'est l'impression qui se dégage, oui. De manière générale. Et Raffarin sort de ce corps. Et c'est un livre qui montre alors c'est très intéressant, c'est la vie de Mengele après le Reich, en Argentine, au Paraguay, au Brésil, jusqu'à sa mort. Et on voit, alors il y a quelque chose qui reste insuffisant, c'est qu'on ne comprend pas comment ce médecin fou d'Auschwitz a été un médecin fou, parce qu'il apparaît à la fois très antipathique et assez raisonnable. Donc, par quel degré, ça il ne le dit pas, on ne le voit pas. Mais ce qu'on voit très bien, et ça c'est très intéressant, c'est ce qui s'est passé pour les nazis après. Et on voit deux moments très différents. Une première période où peu à peu il se réintègre dans la société officielle, il reprend son nom, et puis à partir de l'affaire Eichmann et des grandes publications, l'Holocauste et la Shoah, il y a un retour en enfer, et cet homme finit comme il n'aurait jamais dû vivre avant, c'est-à-dire en enfer, dans une solitude absolue et dans une existence justement misérable moralement. Nicolas Pafrez. Je voudrais profiter de la proximité avec Jean-Louis Bourlange pour recommander la biographie de Philippe Séguin par Arnaud Tessier. C'est le premier livre un peu sérieux qui est consacré à Philippe Séguin, et c'est intéressant parce que d'abord l'homme reste compliqué, et parce que ça permet de comprendre une partie de l'échec de la modernisation de la France et de la modernisation de la droite française au cours des dernières décennies. François Bujon de l'Étang. Moi, je voudrais décerner ma noix d'honneur personnelle à l'Académie Nobel. Et sinon verser une larme, du moins pousser un soupir sur l'attribution du prix Nobel de la paix à une fédération d'ONG qui s'appelle l'International Campaign for Abolition of Nuclear Arms, qui a sponsorisé, si j'ose dire, un traité voté à l'Assemblée générale des Nations unies par 122 États interdisant la fabrication, l'usage, etc. des armes nucléaires, au mépris, bien entendu, du fait que ça n'a aucun rapport avec la réalité et que tous les États disposant d'armes nucléaires ont décidé de boycotter ce traité et cet effort. Donc l'angélisme BA, c'est quelque chose probablement de très très estimable, mais on est tellement loin de la réalité que, comme disent nos amis québécois, je trouve ça bien niaiseux. Marc-Olivier Padis. Tout d'abord, pour m'associer à la pensée à Edmond Maire, qui pour moi aussi était un grand personnage. Il y a une très bonne biographie qui lui a été consacrée au Seuil il y a quelques années. Je voudrais vous recommander ma lecture de cette semaine. C'est un livre sur l'Europe d'Ivan Krastev, qui est un des meilleurs essayistes aujourd'hui sur les questions européennes. Donc ça s'appelle Le destin de l'Europe, une sensation de déjà-vu, au Premier Parallèle, édition Premier Parallèle. Et c'est une réflexion sur les nouveaux clivages qui sont apparus en Europe à l'occasion de la crise des réfugiés, et notamment la division entre l'Est de l'Europe et l'Ouest de l'Europe. Comme Krastev vient de la Bulgarie et qu'il vit maintenant à Vienne, il a un regard particulièrement aigu sur les divisions entre l'Est et l'Ouest. Je vous remercie. C'était donc le Nouvel Esprit Public, qui est produit et distribué par Nouvelles Écoutes, et à la production Julien Neuville, à l'enregistrement et au mixage Charles de Cilia, avec pour l'école alsacienne Christian Saury, école alsacienne à qui je renouvelle mes remerciements, comme je renouvelle mes remerciements au public qui nous a écoutés avec bienveillance et en nous donnant envie de faire un peu nos intéressants le moins mal possible. À la semaine prochaine. Cette émission était la 5e, si je ne me trompe, depuis la création du Nouvel Esprit Public en podcast, et je peux vous annoncer que grâce aux efforts que vous faites et que vous faites faire pour abonder le site de financement participatif, il y a toute raison de penser que nous aurons de quoi tenir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Merci et à la semaine prochaine.